mission peu banale commence sur un des 10 plus grands fleuves de la Terre. Jean-Michel Cousteau et son équipe naviguent sur les traces de conquérants et de rois, mais c'est le fleuve qui reste le maître des terres et des vies qui l'irriguent. Le sort de 50 millions d'habitants d'Asie du Sud-Est est indissociable de ce fleuve, qui leur dispense ses bienfaits. Respectueux, ils l'appellent Mékong, la mer des eaux. Le temps s'écoule au rythme du fleuve, lentement, sereinement. La vie passe comme dans une épopée des temps anciens, sans fin, sans changement. L'équipe Cousteau se prépare à apporter un témoignage sur ces régions mal connues et leurs habitants. Un vaste domaine qui bénéficie d'une unique grâce, le don de l'eau. Au bord du Mékong, une traditionnelle cérémonie d'accueil. Par une véritable ironie de l'histoire, des paysans du nord du Laos, qui se rappellent l'affrontement sanglant avec les soldats français et américains, célèbrent l'arrivée de la mission Cousteau, composée essentiellement de Français et d'Américains. Selon la coutume, une offrande de bracelets en coton, pour créer un lien d'amitié entre visiteurs et paysans, pour porter chance aux navigateurs sur le fleuve incertain où ils vont voyager. À bord de bateaux traditionnels, l'équipe Cousteau va parcourir plus de 1500 km en descendant le cours central du Mékong, à travers le Laos et la Thaïlande, tandis que la Calypso explore le cours inférieur. Don Santi, chef de l'expédition, a l'impression de remonter dans le temps. L'équipe va passer sur ce bateau 2 mois et demi ou 3 mois. Il sera coupé de tout. Aucun moyen de communication moderne, pas de radio, pas de téléphone. Santi et Jean-Michel Cousteau se préparent à étudier un monde que l'homme n'a pas encore mis sous sa coupe et que dominent encore les rythmes du fleuve. Né au cœur de l'Himalaya, en Chine, le Mékong, sur la moitié de son trajet, est un torrent de montagne. Puis il s'élargit et devient le plus grand fleuve d'Asie du Sud-Est. Les équipes Cousteau vont explorer des nations dont le sort est régi par les forces et les caprices de ce grand fleuve. Tout ce qui est indispensable est fourni par le Mékong. Source de vie qui leur donne l'eau qu'ils boivent, le poisson qu'ils mangent, irrigue leurs récoltes, évacue leurs déchets, apporte du limon. Ils y lavent leur linge et leur corps. Ils y voyagent. Ils y jouent. La vie va son train sur les berges, où ils sont des millions à tirer parti du fleuve, à lui prendre au passage les moyens de survivre. Une première escale de bien mauvaise réputation, le Triangle d'Or.
où les frontières du Laos, de la Thaïlande et de l'ancienne Birmanie se rencontrent au confluent du Mékong et d'un de ses tributaires, à l'épicentre d'une criminalité mondiale. Le climat d'intrigue n'attire pas seulement les profiteurs, mais aussi les touristes, créant un îlot d'agitation au milieu d'un océan de solitude. Pour le chef plongeur Mark Blessington, à la lisière de ce point de convergence qu'on nomme le Triangle d'Or, il y a un véritable fourmillement d'activités, des marchés, tout un commerce, des échanges entre différentes cultures, des passages de frontières dans tous les sens. Et ce qui sous-tend tout cela, c'est certainement le trafic de l'opium. L'opium, qui compromet des millions de vies dans le monde entier, sous sa forme première ou transformée en héroïne, provient principalement des collines riveraines du Mékong. Les 2 tiers de l'approvisionnement mondial sont produits par le Triangle d'Or, impliquant les peuples limitrophes dans une louche aventure qui n'enrichit que les trafiquants. La paix idyllique de la région cache des turbulences profondes, comme en témoignera Anne-Marie Cousteau, photographe de l'équipe. Les seigneurs de la guerre et les contrebandiers traversent furtivement les étendues muettes des champs, des collines et du fleuve. Nous arrivons sur le Mékong en période de pénurie. Les mois secs, où tous attendent les pluies qui inondent les champs, où pousse leur élément vital, le riz. Les falaises montrent l'amplitude impressionnante des crues et décrues annuelles. À une douzaine de mètres au-dessus de nous, des pictogrammes indiquent le plus haut niveau des eaux à la saison humide, où les pluies de mousson multiplient par 30 le débit du Mékong. Prospérité en temps de crue, disette aux basses eaux, l'ample rythme du fleuve gouverne les existences. Mais qu'il monte ou qu'il descende, le fleuve reste le seul lien entre des vies et des villages lointains, une grande route où le flot des marchandises, des voyageurs, des nouvelles ne cesse jamais de s'écouler. Vers la fin de son expédition, loin en aval, l'équipe constate qu'une barrière insurmontable interrompt toute navigation sur le Mékong. Après le portage, l'équipe remonte le cours du fleuve pour observer des cataractes spectaculaires, les chutes de Koné. Accumulant sur une dizaine de kilomètres, rochers déchiquetés et rapides tumultueux, les chutes interdisent toute navigation à la frontière du Laos et du Cambodge. Depuis toujours infranchissables, les chutes de Koné n'ont cessé de couper en 2 le Mékong, brisant les rêves des premiers explorateurs qui voyaient dans ce fleuve une route aquatique vers la Chine. Comme le constate l'équipe, les chutes sont un rempart face à la conquête ou au changement, assurant l'isolement durable du Haut-Mékong tel un mur dressé contre le temps. Le fleuve reste indompté, et pas seulement à cause des chutes. Dès le début de son voyage, l'équipe Cousteau rencontre des dangers aggravés par les basses eaux de saison sèche. Un bateau local tente de remonter le fleuve. Il se débat avec peine
contre des courants perfides et des rochers à fleur d'eau. Nous qui descendons paisiblement le fleuve, nous accostons la rive pour mieux observer comment cette embarcation s'en sortira. Cette scène nous confirme que les gens du Mékong restent à la merci du fleuve. Un câble de halage est mis en œuvre. Les moyens techniques disponibles ne vont pas au-delà. Une embarcation mise en difficulté par les rapides suscite le recours à une solution ancestrale. Sous nos yeux, tout le village se mobilise pour affronter la puissance du fleuve en unissant leur nombre à leur force. À titre de paiement, chacun recevra 1 litre d'essence. L'affrontement avec le fleuve peut durer des heures, sans garantie de réussite. C'est parfois l'humanité qui a le dessus, parfois le fleuve. On nous raconte qu'au cours de cette saison sèche, déjà 10 bateaux ont été perdus ici. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui gagnent. Nous reprenons notre route dans un monde perdu, le long du grand fleuve, le Mékong. Ici, le confort matériel est limité. Les visiteurs improvisent, se débrouillent, et tendent leur curiosité scientifique au domaine gastronomique. Préparant des repas à base d'aliments locaux, l'équipe Cousteau assimile les éléments sensoriels de la vie du fleuve, saveurs et arômes dont on se régale dans un pays où les plaisirs sont simples et rares. Pourtant, les mois passés en terre étrangère suscitent parfois le besoin de retrouver des airs connus. Pour les gens du Mékong, quand le fleuve est tari par la sécheresse, commence une migration annuelle, famille après famille. Ne pouvant plus exploiter les rizières desséchées, les paysans ne baissent pas les bras. Ils transportent tous leurs biens sur les berges mises à nu par la décrue du fleuve. Dressant des campements provisoires, ils adaptent leur mode de vie aux phases du fleuve. Ces familles d'agriculteurs, empêchées de cultiver jusqu'au retour des pluies, se transforment en familles de pêcheurs, tant que dure la sécheresse, complétant le riz de leurs réserves avec du poisson, acceptant avec gratitude et utilisant ingénieusement tous les dons du fleuve. Encore protégé des techniques modernes de pêche commerciale sur son cours supérieur, le fleuve dispense des prises qui assurent l'alimentation quotidienne et même un petit bénéfice permettant d'acheter au marché certains produits que ne produisent pas les rizières. Chaque année, pendant un mois,
Les pêcheurs se consacrent à une quête passionnée, celle du plus gros butin offert par le Mékong. Un être prodigieux, le plabuck. Poisson si grand, apprend l'équipe Cousteau, qu'il suffit d'en attraper un pour assurer la subsistance annuelle d'une famille entière. Pour éviter l'épuisement des ressources, les autorités ne laissent pêcher que 3 bateaux à la fois et déterminent l'ordre des départs par tirage au sort. Pour les pêcheurs du Mékong, c'est le début d'une grande loterie dont le prix est décerné par le fleuve. À l'aveuglette, on tente d'effrayer le poisson pour qu'il aille dans les filets. Selon la légende, les plabucks habitent dans des grottes d'or. Mais personne ne sait d'où ils viennent, ni où ils vont, au sein du fleuve. Pendant 3 jours et 3 nuits, tandis que l'équipe Cousteau filme, les hommes voguant au fil de l'eau jettent leurs filets sans rien attraper. Enfin, lancé d'un bateau en amont, des cris jaillissent. Le fleuve amadoué a répandu ses largesses. Une vague d'excitation déferle parmi les villageois. L'un d'entre eux a arraché au Mékong un monument vivant. Le captif n'est pas un monstre, mais un poisson-chat géant. Il pèse jusqu'à 300 kilos et se montre passif dans leur propre domaine, dépourvu non seulement de férocité prédatrice, mais même de dents. L'énorme poisson émerveille ses pêcheurs. Il incarne la magie du fleuve. Il suffit de le toucher pour que la chance vous favorise. Tout le monde, des pêcheurs au badaud, gens de la ville, du village, des berges, pense Blessington, tout le monde est heureux de voir ce poisson arriver sur la berge. Ils veulent le toucher, ils veulent être à proximité, ils veulent bénéficier de sa présence. On récupère les œufs ou la laitance pour le réensemencement, puis on expédie la chair à des restaurants de luxe de Bangkok qui payent le prix fort. Le Mékong dispense un autre don aux paysans atteints par la saison sèche. Infatigables, certains recueillent sur les berges du limon fertile qui vient peut-être de l'Himalaya. Blessington et Kilbride rencontrent aussi des familles qui cherchent l'or à la bâtée, de l'aube au crépuscule. Les quelques paillettes recueillies assurent tout juste leur survie. On voit des fillettes au bord de l'eau fouiller la boue pour trouver un peu d'or. On est frappé par leur jeunesse. Qu'est-ce qu'elles feraient dans le type de société d'où nous venons? Moi, pense Blessington, à leur âge, je m'amusais, je flânais. On est curieux de savoir ce que penseraient ces fillettes sur leur montrer ce que font dans d'autres sociétés des filles de leur âge. Est-ce que ce qu'elles font maintenant continuera à leur plaire? Les acheteurs itinérants négocient l'or contre des monnaies, mais le rapport est maigre. À l'issue d'une bonne journée, apprend Santi, une famille entière ne trouve pas plus de $2 d'or. Un acheteur dispose devant lui quelques pièces. C'est tout ce que le village a gagné pour la saison.
nous rencontrons aussi des paysans qui cultivent les berges laissées à découvert, seule terre arable ayant accès à une eau abondante. Sur ces rives, le Mékong dépose sans relâche une richesse d'une valeur et d'une utilité bien supérieure à celle de l'or. Chaque crue annuelle dépose une nouvelle couche de limon qui restitue leur fertilité aux berges. Portant à bout de bras l'eau du Mékong, les paysans jardinent le sol pour que la saison sèche ne soit pas celle de la faim. Ainsi se perpétue la vie jusqu'à ce que de nouveau les pluies fassent déborder le fleuve, inondent les rizières et allègent le fardeau de la vie sur les bords du grand fleuve. Pour les voyageurs et les paysans au bord du lointain Mékong, la journée s'organise encore selon l'angle de la lumière et non en regardant sa montre. L'animation commence à l'aube, puis va au train paisible du soleil avant de s'apaiser à la tombée de la nuit. Pour Mark Blessington, le fleuve au petit matin est une source de bien-être. Pour les paysans, c'est la première corvée du jour, la plus vitale. Dès la petite enfance, les enfants font les porteurs d'eau, maîtrisant adroitement des charges qui paraîtraient lourdes à bien des adultes. Quand des temples s'élèvent sur les rives, c'est un rite d'une spiritualité immémoriale qui salue l'aube. Pour la plupart des habitants du Laos et de la Thaïlande, le bouddhisme imprègne la vie quotidienne. Vêtus de la robe safran traditionnelle, les jeunes gens du village effectuent un noviciat qui marque leur passage à l'âge adulte et augmente le mérite religieux de leurs parents. Dans les villages et les villes, ils se rassemblent chaque matin pour recevoir du riz, aumône des fidèles. Les moines sortent à 5 heures du matin pour quêter leurs aumônes. Ils dépendent entièrement des gens du village qui les nourrissent tout au long de l'année. Dès 5 heures, tous les moines et tous les villageois sont là, jour après jour. Dans des maisons montées sur pilotis pour résister aux pires inondations, les paysans consacrent le temps de la sécheresse à des besognes et à des loisirs négligés à la saison des grands travaux agricoles. Mais malgré le calme apparent, le village ne cesse de s'activer. Chaque matin, dans une société qui donne un rôle central à la famille et aux enfants, l'étude est un impératif. Même dans le village le plus pauvre. So me, Ankit. Ankit. Oh, okay. Friend. Yes. Goodbye. Back on the. Yes. Chaque village où nous arrivons se suffit à lui-même au prix d'efforts quotidiens. On accumule du jambon séché, gardé en réserve ou vendu sur des marchés lointains. Selon des procédés traditionnels, le riz de la dernière récolte est réduit en farine par les femmes pour faire les galettes de riz qui constituent la base de l'alimentation. On veille sur les animaux, garants de la survie. Les porcs, principale source de viande. Les éléphants, dans les régions reculées, servent de bêtes de somme et apportent en convoi au fleuve des biens essentiels venus de l'intérieur. Bois brûlé, riz, coton. C'est aussi à la saison sèche qu'on fabrique et qu'on répare.
Les outils n'ont guère évolué au fil du temps, et les matériaux dont on fait des maisons, des bateaux ou des paniers proviennent des forêts avoisinantes. Quand tout manque, on ne gâche rien. La ferraille, transformée en machette, deviendra peut-être un jour un soc de charrue ou une bouilloire. Les coutumes ancestrales régissent la répartition du travail entre les sexes. Les femmes préparent les repas et, selon la saison, se chargent d'innombrables besognes. Quand la sécheresse interrompt les travaux agricoles, les femmes passent des jours à filer le coton et à tisser sur des métiers manuels les étoffes qui vêtiront le village. Pour certains, cette période est l'occasion d'exercer leurs talents artistiques et de transformer l'argent des montagnes en articles commercialisables sur les marchés de l'amont ou de l'aval. Pour les jeunes, la saison sèche permet un grand luxe, le jeu. Émerveillés, nous assistons à une démonstration d'un sport local. Le ballon, une vannerie de bambou de fabrication locale, ne doit être frappé qu'avec les pieds ou la tête. Là sont mises en œuvre toutes les ressources de la jeunesse et de la pure agilité. Certains jours, les travaux qui rendent la vie possible et l'embellissent sont interrompus par la mort. Pour les membres de l'équipe, les enterrements sont traditionnellement de couleur dominante noire. Mais ici, une foule de gens vêtus de costumes magnifiques et bigarrés procèdent presque à la même cérémonie. En Occident, les vêtements sont ternes et sombres, mais ici, tout est un rassemblement multicolore. Les cycles de la vie se succèdent comme les saisons du fleuve. Une grand-mère prend sa place dans le souvenir des hommes, la même où jadis elle a rendu hommage à sa propre grand-mère, vêtue d'habits de couleurs vives, il y a bien longtemps, sur les bords du Mékong. Presque chaque matin, sur les bords du fleuve, les surplus agricoles obtenus à force de travail et d'ingéniosité sont portés au marché, le plus souvent par les femmes. Du hameau à la ville, de la clairière au quartier citadin, les marchés sont les carrefours vitaux du commerce et des besoins quotidiens. Ici, jour après jour, à l'aide de simples signes de tête ou de marchandage acharné, on effectue des transactions dont dépend la subsistance de chacun. Pour les gens du Mékong, le marché ne se limite pas aux produits frais. C'est le grand magasin, la quincaillerie, la pharmacie, la promenade et la terrasse de café. Et aussi le zoo et l'aquarium, car certains aliments sont vendus vivants et donc frais malgré l'absence de glacière.
Assurant le ravitaillement des bateaux Cousteau, Don Santi et le cuisinier, Frédéric Poguet, acquièrent l'art subtil de négocier avec un peuple doux de nature, mais durci par la nécessité. Flânant dans un petit marché de village, Blessington s'initie à toute une ambiance riche en délices sensorielles. Des milliers de cuisines en activité, pense Marc, et tant d'odeurs, tant de saveurs. On a envie de tout manger, de tout goûter, c'est vraiment fascinant. Je ris d'être fasciné par cette soupe, et autour de moi, les gens rient de voir cet étranger qui se régale d'un plat aussi quelconque. Partant d'un embarcadère souvent submergé pendant les crues, Cousteau et Santi gagnent un lieu sacré à Luang Prabang, ancienne capitale du Laos. Dominant le fleuve inconstant et les petitesses de la vie quotidienne, les temples bouddhistes entretiennent auprès des dévots l'espoir de la sérénité et de l'illumination. Dans un monde imprévisible, les peuples du Mékong se tournent vers les sources présumées d'un pouvoir exercé sur leur vie, sur le fleuve. Certains mêlent au bouddhisme, venu d'Inde et répandu ici depuis des siècles, des croyances encore plus anciennes dans les esprits qui gouvernent la nature. Mais c'est à Bouddha qu'on rend surtout hommage. Des autels dressés dans les bateaux ou les maisons aux sanctuaires splendides, où des images dorées annoncent une existence plus riche, au-delà de ce que Bouddha appelait ce lieu de souffrance. Le symbole le plus saisissant de la foi est encore à venir. Un site sacré, longtemps protégé par le Mékong lui-même. Il y a 400 ans, là où navigue l'équipe Cousteau, des paysans, à bord de petites embarcations, ont fui les armées d'invasion en emportant un trésor d'une valeur inestimable. À la recherche d'un lieu où le sauvegarder, ils trouvèrent une grotte creusée dans un escarpement calcaire, cachette qu'on ne pouvait atteindre que par le fleuve. C'est ici qu'ils ont mis à l'abri des brigands leurs possessions les plus précieuses, des statues de Bouddha. Entouré d'ombre, je contemple un sanctum sanctorum, un ensemble de silhouettes gracieuses qui donnent à la vie ordinaire un sens et un destin. La position des mains invoque la pluie, ce qui traduit les soucis quotidiens des gens du Mékong. Au fil du temps, les fidèles ont ajouté de nouvelles statues à leur temple secret. Aujourd'hui, elles sont plus de 7000 alignées dans la grotte. Elles affirment la continuité d'une culture soumise aux caprices de la nature. Elles dominent les eaux du Mékong comme des sentinelles sereines et répandent une immuable espérance sur tous ceux qui passent au fil du grand fleuve. Sous une pluie artificielle, les habitants d'une bourgade fluviale saluent l'imminence de la saison humide et tentent de hâter son arrivée par le simulacre et l'enthousiasme. C'est la grande fête annuelle appelée Songkran,
prélude turbulent à une nouvelle année et au retour des pluies, célébration de l'eau qui donne la vie et dispense la joie. La mousson commence dans peu de jours. Et sur les bords du Mékong, on répand l'eau précieuse sans précaution. Et les victimes aspergées au cours de ces festivités grandioses sont inondées de vœux pour l'année à venir. Les réjouissances sont universelles. Nul n'échappe à ce déluge de bonheur. La fête a aussi un caractère religieux. Au cours de rites solennels, de la ville à la campagne, les riverains du fleuve cherchent la grâce en déversant sur les moines la substance la plus sacrée, l'eau. L'ambiance de carnaval et l'invocation rituelle aux pluies transcendent les frontières culturelles et politiques sur tout le cours du Mékong. S'inspirant du plabuck, ce poisson vénéré qui passe de pays en pays lors de ses migrations, les ressortissants de diverses nations riveraines participent à une série de régates qui couronnent les festivités. La compétition a lieu sur la rive thaïlandaise du Mékong. Mais les spectateurs et les concurrents arrivent dans la barque familiale, en bateau-taxi ou en engin de course, du Laos, du Myanmar et même de Chine ou du Vietnam. Par le biais d'un affrontement sportif sur le fleuve qu'ils partagent, les voisins se rencontrent pacifiquement. Après bien des guerres qui les ont opposés aux étrangers ou bien les uns aux autres, depuis les hordes mongoles jusqu'aux armées modernes. Comme le constate l'équipe Cousteau, c'est le grand événement de l'année, où l'on vient voir et être vu, observer les modes et les danses les plus récentes et les plus anciennes. À l'écart des cortèges, les concurrents se préparent à une rencontre qu'ils ont attendue toute l'année. Les officiels mettent au point le programme définitif par une chaleur de 40 degrés, sous la pression de rivalité intense. Ils organisent les courses en composant des équipes assorties selon la taille des bateaux et le sexe des concurrents. Voici des gens venus de 3 pays différents, pense Marc. Ces travailleurs, habitués à se concentrer sur leurs tâches, se libèrent brusquement de leur comportement ordinaire pour se livrer à une explosion d'activités. Tout cela pour une course. Il se passe tant de choses, il y a une telle foule, tant de stimulations diverses. Comment peut-on se concentrer sur un seul centre d'intérêt ?
Enfin, le signal tant attendu. Lève-toi!ซี่แค่นี้ไม่น่าพลาดอีกนิดเดียวก็จะเข้าอยู่แล้ว น่าจะชนะ Pour des gens qui triment tout au long de l'année juste pour subsister, les pouvoirs régénérateurs du spectacle et d'un rassemblement amical comptent encore plus que l'issue d'une course âprement disputée. L'éventail des récompenses est tel que chaque pays sera honoré, même s'il ne remporte pas le championnat, qui cette année revient à un bateau laotien. Une fois par an, tout au long du Mékong, les paysans honorent l'esprit de l'eau dont on croit qu'il protège tous ceux qui naviguent sur le fleuve. On met à l'eau de petits radeaux confectionnés en famille, ornés de bougies allumées, chargés d'encens et de fleurs. La coutume veut que les riverains des différentes nations lancent à nouveau les petits esquifs chaque fois que des obstacles arrêtent leur descente sur le fleuve. Chaque élan donné vers la mer unit des peuples que seul le fleuve relie. Ils rendent ensemble un hommage pacifique à cette force en marche qui ranime toujours la flamme de la vie sur les bords du grand fleuve. Chaque année, en mai, après d'innombrables invocations, après des mois d'attente, poussée depuis l'océan Indien par les vents de mousson, la pluie arrive enfin. Pour un peuple qu'une destinée complexe soumet au vaste mouvement du cycle de l'eau, l'espoir renaît, le renouveau commence. Ils savent que l'eau qui les trempe va enrichir les mois à venir, va nourrir les poissons, charrier un or nouveau, enfler le fleuve, baigner les champs, donner de la vigueur aux milliards de grains de riz qui alimentent des millions d'hommes, va maintenir la vie comme elle le fait depuis des temps immémoriaux. L'eau engendre la vie. Et la vie continue le long du grand Mékong.
Cette histoire est gravée dans la mémoire des vivants. Ceux qui venaient d'un pays lointain parlaient de la guerre du Vietnam. Mais pour ceux d'ici, c'était la guerre américaine. Des gens ordinaires qui tiraient leur subsistance quotidienne du fleuve et des champs se trouvèrent pris sous les feux furieux des divergences politiques. Du ciel d'un petit pays tombèrent des pluies empoisonnées et un poids de bombes supérieur au bilan total de la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsque ce fut terminé, à main nue, avec les outils les plus anciens, les gens ordinaires entreprirent de reconstruire leur univers et leur mode de vie. Le jour du soldat s'est achevé, le jour du paysan est revenu. Aujourd'hui, le Vietnam témoigne de sa résistance en frayant son chemin laborieusement vers une prospérité encore lointaine. Mais il est impossible de tout réparer. Les pluies empoisonnées ont laissé des traces dans la terre et dans les corps. Elles provoquent encore des malformations, des cancers, des fausses couches. Cet enfant de 2 ans est né sans membres, vraisemblablement à cause des dégâts génétiques causés par un défoliant, la dioxine. Vif et gracieux, il s'excuse auprès d'Anne-Marie Cousteau. « Je voudrais bien vous faire un sourire, mais là, je mange du riz. » La guerre a fait 4 millions de morts et de blessés, et les épreuves de certains se poursuivent. Mais la paix donne des raisons d'espérer. Dans un pays limitrophe, le Cambodge, les combats continuent, les bombes font encore des handicapés, et la paix est aussi incertaine qu'un jeu de hasard. Pour comprendre ces pays au destin dissemblable, Jean-Michel Cousteau entreprend une expédition sur le fleuve qui les relie et les fait vivre, le Mékong. Le long de ces rives, au fil du temps, des peuples anciens tourmentés par le sort n'ont rien perdu de leur persévérance et tournent toujours vers l'avenir le visage juvénile de l'espérance. Comme un tentacule de la Calypso, une équipe dirigée par Jean-Michel Cousteau pénètre dans un monde où la sérénité de la forêt et du fleuve en crue peut être trompeuse. Après avoir traversé les territoires isolés et paisibles du Laos et de la Thaïlande, sur le cours central du Mékong, il gagne une région où le grand fleuve est au cœur de conflits internationaux. Le Mékong, le plus grand cours d'eau d'Asie du Sud-Est, naît dans l'Himalaya, puis traverse 6 pays, grossissant de méandre en méandre pour se jeter enfin en mer de Chine. La Calypso met cap au nord, remontant le fleuve depuis son embouchure au Vietnam pour rejoindre l'équipe terrestre qui franchit la frontière cambodgienne en route vers le sud.
Le caractère intemporel de la vie sur le fleuve, avec son cortège d'activités quotidiennes, agriculture, pêche, recherche de minerais précieux, semble se dérouler ici comme en amont. Mais peu de temps après avoir passé la frontière au milieu d'une population aux occupations pacifiques, l'équipe fait face à un événement inattendu. Le coup de feu tiré devant l'étrave était un signal d'alarme. Slow down. Nous nous montrons disposés à coopérer. Au Cambodge, les rives du Mékong sont en proie aux troubles politiques. 4 factions armées s'affrontent pour le pouvoir. Nos interrogateurs sont des soldats gouvernementaux, à peine sortis de l'adolescence, et pourtant équipés d'armes automatiques et autorisés à s'en servir. Show you my passport. Passport. Un tout jeune homme dispose d'une puissance de feu suffisante pour couler la Calypso. C'est bon? Ouais. Thank you very much. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Well, what was that all about? It's just a checkpoint. Après les avoir remerciés, j'explique à l'équipe qu'il s'agit d'un simple contrôle frontalier. Un peu impressionnant, certes. Nous sommes maintenant officiellement au Cambodge, dit Don Santi. Les affrontements restent si violents, après des années de guerre civile, que les Nations Unies ont envoyé au Cambodge la plus importante de leurs forces de maintien de la paix. En rencontrant un patrouilleur des Nations Unies, l'équipe se renseigne sur les risques courus en naviguant sur le fleuve. Un soldat m'annonce que nous serons peut-être à nouveau arrêtés par d'autres soldats. Mais les nations pauvres paient mal leurs armées. Et il arrive que les troupes gouvernementales elles-mêmes arraisonnent les bateaux qui passent et exigent une rançon. Don Santi, chef de l'équipe terrestre, reçoit un appel radio des équipiers de la Calypso qui, à l'approche du delta du Mékong, s'inquiètent de la sécurité de leurs camarades au Cambodge. Bertrand Sion, chef de l'équipe Calypso, annonce qu'avant de rejoindre l'autre équipe au Cambodge, ils vont explorer les canaux et cours d'eau qui sillonnent l'étendue du delta. Tandis qu'on hisse le pavillon vietnamien, une équipe part assister à une forme de pêche très particulière, le patinage sur boue. Chaque année, lors des marées de mortes eaux, des familles entières glissent sur des planchettes et parcourent ainsi le fond mis à nu d'une baie riche en trésors comestibles. Une collecte abondante de palourdes et de crevettes menthes révèle l'influence fertilisante du Mékong sur l'océan et aussi l'esprit d'entreprise des Vietnamiens. Sans moyens techniques modernes, les paysans s'appuient sur leur nombre et sur leur connaissance ancestrale de la nature pour recueillir et utiliser toutes ces productions. Pour le chef de quart, Thierry Stern, cette scène révèle aussi la bonne humeur contagieuse qui aide ce peuple à supporter les souffrances dues à la guerre et à la pauvreté. La marée basse force la Calypso à contourner des bancs de sable et des zones de remous pour entrer dans le Mékong. Il dit qu'il faut qu'on stoppe ici. Des pilotes locaux aident à la manœuvre, mais la communication est aussi difficile que la navigation. Sinon on risque de dériver. Can Tho, à 80 km de la mer, est le théâtre d'autres rencontres internationales.
Les habitants de la grande ville du Delta se sont réunis pour accueillir le bateau et son équipage, conduit par son capitaine Christophe Jouet-Pastre. Théâtre d'opérations majeures lors de la guerre du Vietnam, ancien bastion des forces communistes, le Delta, aujourd'hui, semble bien lointain. Une visite d'un navire océanographique renommé, c'est l'occasion rare de se livrer en musique à de bienveillantes bouffonneries, de faire rire ensemble des peuples qui se sont durement combattus. Ainsi, dans la gaieté et l'humour, la calypso remonte le grand Mékong. Au Vietnam, la calypso explore un monde que l'histoire récente a blessé, mais que le développement moderne n'a guère atteint. Pas de grands ponts sur le Mékong. Seuls des ferrys traversent le 12e fleuve du monde. Dans le delta, l'existence semble entièrement aquatique. Ici, l'humanité est devenue amphibie. Le temps et les traditions ont produit des modes de vie parfaitement adaptés à l'eau. Ce grouillement de vie reflète aussi l'explosion démographique du Vietnam et la nécessité de travailler sans cesse dans un pays où le revenu moyen est de $200 par an. L'espace et l'argent sont rares, si bien que de nombreuses familles deviennent presque complètement aquatiques, installées sur le fleuve dans des bateaux aménagés, pratiquant sur l'eau presque toutes les activités quotidiennes, ne mettant pour ainsi dire jamais les pieds à terre. Qu'ils élèvent des poissons ou qu'ils les pêchent, selon des méthodes traditionnelles, les riverains obtiennent les protéines qu'ils ne pourraient se procurer autrement. Le long des cours d'eau et des canaux du delta existent des industries. Mais le capitaine de la Calypso constate que l'énergie utilisée est d'origine humaine, que l'usine est en partie flottante et que le matériel doit plus à l'ingéniosité et au bricolage qu'à la technologie de pointe. L'équipement moderne se limite à de l'outillage. Les transports sont assurés par la gravité. Dans cet univers aquatique, les paysans ne sont pas attachés à la terre et le bétail se promène en bateau. Le bonheur conjugal commence sur le fleuve, où l'on dit aussi adieu aux défunts, car les cortèges funèbres empruntent le cours d'eau. Au croisement des grandes routes aquatiques, les villes du delta sont essentiellement des lieux d'achat, d'échange et d'exportation des produits des campagnes environnantes. Comme à peu près tout dans le delta, ces marchés pleins d'animation sont flottants. Aujourd'hui, il y a parmi les clients des visiteurs venus de loin, curieux de savourer les arômes et les senteurs d'un monde exotique. Ici, même les spectacles se donnent sur l'eau.
l'équipe Cousteau embarque à bord d'un bateau qui transporte d'une bourgade à l'autre une scène et des musiciens. Le répertoire révèle l'influence durable des étrangers successifs. Dans un décor vietnamien traditionnel, résonne une musique pop de style américain. Une fois la représentation terminée, on démonte la scène et la toile de fond, et le théâtre repart, voguant vers d'autres publics. Au milieu des étals, l'équipe découvre des marchandises vivantes. Les macaques sont destinés à être des animaux de compagnie, mais les pitons, loin de faire peur, mettent l'eau à la bouche des gastronomes. La présence de nombreux serpents dangereux attire l'attention de Denis Martin Laval, médecin du bord et responsable de la santé de l'équipe. Pour en savoir plus, il accompagne l'équipe jusqu'à une ferme du delta où l'on élève des serpents venimeux. L'attitude désinvolte des employés de la ferme surprend les visiteurs. Le cobra sécrète un poison qui peut paralyser le système nerveux d'un être humain. Selon la coutume, les cobras et autres serpents dangereux sont élevés pour leur venin, extrait à des fins médicinales. La substance mortelle est à l'origine de remèdes contre le rhumatisme et l'insomnie, et même pour soigner la toux. Un sérum anti-serpent préparé à partir du venin est exporté dans un but commercial, tandis que les gens du cru sont soignés avec des plantes, peu coûteuses. Une fillette mordue au pied est accueillie au dispensaire de la ferme. Elle risque de mourir d'une hémorragie si on ne la soigne pas. C'était une vipère, un type vipère comme serpent. On explique à Martin Laval que d'après les marques de dents, la morsure est due à une vipère arboricole qui a sans doute attaqué la fillette pendant qu'elle cherchait des grenouilles. Chaque année, environ 400 victimes de morsures viennent recevoir au centre un traitement traditionnel. Elles survivent dans 99% des cas. 2 jours après, la fillette est hors de danger et sur pied, comme l'équipe l'apprendra plus tard. À Soc Trang, dans le delta méridional, Martin Laval et Bertrand Sion examinent des médicaments traditionnels vendus dans la rue, puis visitent un dispensaire peu banal situé dans une pagode. Cette scène montre bien que les gens du delta font confiance aux coutumes et aux traitements traditionnels. Les préparations se font sous la direction de bénévoles d'un certain âge, initiés aux méthodes curatives ancestrales. On suit les préceptes d'une pharmacopée qui remonte aux occupations chinoises de l'Antiquité et à des principes vietnamiens vieux de 6 siècles. La science vient des ancêtres, les ingrédients sont fournis par la nature. On est là. Ici, c'est la salle d'attente et là, c'est les consultations. Dans le vestibule de la pagode, les patients sont examinés par des soignants qui émettent un diagnostic à vue et prescrivent des remèdes à base de plantes, soit pour guérir une maladie, soit comme fortifiant. C'est une médecine gratuite, mais certains donnent de l'argent selon leurs possibilités. Des pharmaciens préparent les remèdes selon l'ordonnance, en mélangeant par exemple de la citronnelle, du zeste de mandarine, de la cannelle, du chrysanthème, de la peau de crapaud et de la poudre de corne de cerf.
Ici, on accorde plus de foi aux vieux remèdes qu'aux médicaments occidentaux et on leur trouve un autre avantage, leur prix est abordable. Dans tout le delta du Mékong, l'ingéniosité humaine a jugulé les forces de la nature. Un vaste dédale de canaux et d'écluses distribue l'eau du fleuve, limitant les incursions funestes de l'eau salée et les crues de mousson qui peuvent submerger une terre dépassant à peine le niveau de la mer. Plus long que le Mékong lui-même, le réseau de canaux transforme une terre autrefois désolée en une mosaïque de vergers et de bosquets de cocotiers bordés d'immenses rizières. Irriguées et fertilisées par le Mékong, les rizières du delta ont fait du Vietnam le 3e exportateur de riz du monde. Encouragés par cette réussite, les Vietnamiens envisagent une extension du système d'irrigation afin de produire encore plus de riz et de stimuler la reprise d'une économie nationale du riz que la guerre avait ravagée. Fort de sa main-d'œuvre et d'une gestion avisée de ses terres, le Vietnam avance comme un de ses chalands, plein de riz et d'optimisme. Au Cambodge, en revanche, nous abordons un monde où l'optimisme n'est pas de mise. Cette terre bénéficie elle aussi de la fertilité du Mékong. Mais la paix et la prospérité ne sont pas pour elle. Des décennies de guerre ont transformé les rizières elles-mêmes en zones à haut risque pour les paysans et leurs enfants. Dans tout l'ouest du Cambodge, on estime à 4 millions le nombre de mines enfouies un peu partout par l'armée, par les terroristes et même par des paysans acharnés à défendre leurs terres. Bien qu'il paraisse impossible de repérer autant d'engins, quelques casques bleus spécialistes du déminage risquent leur vie et leurs membres. Ils trouvent une mine conçue à des fins diaboliques, non pas pour tuer, mais mutiler, de façon à freiner l'avance d'une armée en l'encombrant de blessés. Mais les mines détruisent des innocents bien après la fin des combats. Le Cambodge est un pays à forte pluviométrie, d'où... D'après un spécialiste, les mines sont difficiles à trouver parce qu'elles se déplacent dans le sol boueux des champs inondés. Donc encore des enfants. Pendant des années encore, des enfants seront blessés. Ils exploseront sur les mines. C'est pourquoi aujourd'hui le Cambodge a un pourcentage d'handicapés supérieur à tout autre pays. Actuellement, vous avez combien de gens qui sont victimes de mines? Le directeur d'un centre de rééducation m'apprend qu'il y a 20 000 amputés au Cambodge et 200 nouveaux cas par mois. Certaines estimations sont encore plus élevées et vraisemblablement des milliers de personnes meurent sans avoir reçu de traitement médical. C'est un triste scénario. Des enfants innocents qui jouaient ou travaillaient au champ sont brusquement victimes d'une terrible mutilation. S'ils ont de la chance, on les pourvoit d'un membre artificiel qui leur laisse une chance de s'intégrer à la société. Les amputés sans prothèse devront sans doute mendier leur vie durant. Comme ces enfants, le Cambodge est lésé.
les forces destructrices du chaos politique l'empêchent de jouir de ses capacités naturelles. J'ai pourtant vu dans le regard lointain d'un petit garçon toute la force vitale de son peuple. Il ne sait pas s'il remarchera un jour, mais il affirme qu'il sera réparateur de radio. Pour l'instant, les rêves des Cambodgiens sont tout simples. Être en sécurité, être normal. Parmi les régions parcourues par la Calypso, il en est peu qui semblent aussi remanier et travailler en fonction des besoins humains que le delta du Mékong. Prenons l'exemple de la noix de coco. Dans le climat d'austérité forcée de l'après-guerre, les Vietnamiens ne laissent rien perdre. Calcinés dans des fours, les coques vides deviennent une matière première exportée en Asie et en Europe, pour la fabrication des filtres au charbon actif, utilisés pour le traitement de l'eau, l'aquariophilie, et même les vêtements de protection contre la radioactivité. Dans cette province méridionale, où les cocotiers poussent en abondance, l'équipe découvre des dizaines de petites entreprises artisanales où les noix de coco sont transformées en diverses marchandises. La fibre externe n'est pas un déchet, on la tissera pour en faire des nattes. De façon moins inattendue, le fruit et l'huile sont transformés en une foule de produits alimentaires. Pendant la guerre, faute de combustible, les Vietnamiens ont même brûlé de l'huile de coco dans leurs lampes. Aujourd'hui, le produit le plus apprécié est une confiserie préparée dans des cuisines exiguës par des femmes dépourvues de tout équipement ménager moderne et conditionnée par des fillettes qui se contenteraient de la déguster dans une société plus riche. Tout cela provient, moyennant beaucoup d'ingéniosité, d'un arbre qui fournit aussi de quoi faire des paniers et couvrir des maisons, et de quoi assouvir la faim et la soif des villageois eux-mêmes. On achète des bonbons à l'occasion de promenades en ville, mais la plupart des familles vietnamiennes ne s'offrent ce genre de régal qu'avec modération, menant des vies d'une simplicité spartiate. Pour la famille Nguyen, une matinée au marché, puis le retour à la maison en taxi. Fermiers comme 85% des Vietnamiens, ils vivent à la campagne. Le père et le fils travaillent ensemble pour produire des revenus à la famille. Tous les jours, ils cueillent des noix de coco cultivées sur une terre que la loi vietnamienne leur interdit de posséder, mais dont ils détiennent l'usufruit pour plusieurs décennies. Les noix de coco fournissent le combustible du foyer dans des maisons sans gaz ni électricité. En l'absence de réfrigération, un bassin tout proche permet d'avoir sous la main du poisson frais. Comme ailleurs, les femmes se chargent des travaux domestiques. La tradition et la politique officielle poussent à s'habiller et à se conduire sans extravagance et encouragent la pratique quotidienne des arts martiaux, source de discipline. Les Nguyen utilisent essentiellement des objets de fabrication locale. De même que leurs maisons et les meubles qui la garnissent sont faits de matériaux locaux. Ne gaspillant rien, recyclant le plus possible, ils acceptent leur existence simple mais confortable tout en espérant une aisance plus grande. Au Cambodge aussi, nous le constatons, les familles dépendent des dons de la nature. Nous tombons sur une partie de pêche.
Mais dans ce pays jonché d'explosifs, les armes sont recyclées. Il s'agit de tuer les poissons et évidemment, ça marche. Mais en employant une technique qui permet de se procurer facilement et rapidement de quoi manger, ils compromettent l'avenir. Environ 20% des poissons remontent à la surface. Le reste est perdu. En conséquence, sur une partie du cours cambodgien du Mékong, les prises de poissons diminuaient de moitié. Nous assistons à la pollution de ce pays par la guerre. À bord de la Calypso, en route pour le Cambodge, c'est le jour du grand ménage. L'équipe affronte la léthargie qui résulte de plusieurs semaines de chaleur tropicale. On s'efforce d'éviter des tâches acceptées normalement de bonne grâce. On a un problème à la machine. Il n'y a plus d'eau pour la chasse d'eau chiotte à l'avant. C'est Marc qui regarde. On affirme qu'elles incombent à quelqu'un d'autre, qui ne veut rien savoir. Il existe d'autres obligations fastidieuses. À la frontière entre le Vietnam et le Cambodge, le bateau reçoit la visite de gardes-frontières vietnamiens qui vérifient une interminable kyrielle d'autorisation, de permis, de passeports avant de laisser passer le bateau. Il a fallu des mois pour obtenir toute cette paperasse et ils mettent des heures à l'examiner. Presque aussitôt, les Vietnamiens sont remplacés par leurs homologues cambodgiens, qui contrôlent méticuleusement les mêmes documents. Tel un signal d'alarme dressé sur le Mékong, l'épave d'un cargo coulé par des forces rebelles marque silencieusement l'entrée en territoire cambodgien. Sur un tronçon lointain du Mékong, au Cambodge, après des mois où leurs chemins se sont séparés, ceux de l'équipe terrestre et ceux de la Calypso vont enfin se retrouver. L'équipe de Jean-Michel a déjà suivi le cours central du Mékong sur plus de 1500 km, traversant 4 pays. Aujourd'hui, l'équipe et leur embarcation rejoignent le bâtiment principal afin d'explorer en commun le Cambodge. Depuis Félix, hélicoptère de la Calypso, j'assiste à des destructions qui symbolisent le triste sort du Cambodge. Les belles forêts du nord du pays sont rasées comme du chien-dent et descendent le Mékong par train de bois. Sans rien gérer, sans reboiser, les combattants vendent les arbres pour en tirer de l'argent, afin de se procurer des armes. Ici, les blessures de la nature se mêlent à celles de l'humanité. Nous nous rapprochons de Phnom Penh, capitale du Cambodge, la plus grande ville du bassin du Mékong et autrefois la plus animée. Aujourd'hui, c'est un spectacle attristant. Le palais royal témoigne d'une élégance antérieure à ce que les Cambodgiens appellent les temps amers. À la fin des années 70, 4 ans de domination des Khmers rouges ont ravagé Phnom Penh, qui est aujourd'hui encore délabré, jonché de détritus.
Toute la population de la capitale fut évacuée de force pour travailler aux champs. Presque la moitié des 7 millions de Cambodgiens mourut. Et la culture de tout un peuple se désintégra. Le temps s'arrêta. Les trains s'arrêtèrent. L'espoir faillit disparaître. Mais au bord de l'eau, nous voyons des signes de renaissance. Les régates annuelles semblent vibrer d'une allégresse qui évoque le passé, antérieure au génocide perpétré par les Khmers rouges et à l'interminable guerre civile. Malgré tout, les Cambodgiens semblent animés d'une inflexible volonté d'aller de l'avant. Réminiscence d'un passé plus doux, la cadence n'est pas donnée par les hurlements d'un barreur, mais par une jeune femme avenante. Étant passé au cœur de la culture du Cambodge, la calypso suit un affluent du Mékong qui la conduit à un organe vital de son environnement, le lac Tonlé Sap. Cet immense réservoir naturel triple de volume à chaque saison humide, récupérant la crue considérable du Mékong et limitant ainsi les inondations dans le delta. Des villages flottants se déplacent en même temps que les berges du lac pour exploiter une des pêcheries de poissons d'eau douce les plus importantes du monde. Chaque année, en se gonflant, le Tonlé Sap se charge de substances organiques qui font de ces eaux un bouillon nutritif où les alevins prospèrent. La calypso arrive au moment où cette immense masse d'eau appelée le Grand Lac bat en retraite. Île familiale et mobile, un bateau d'habitation gagne des eaux plus profondes. Ce mode de vie dominé par l'eau et les poissons paraît parfaitement naturel aux villageois et à tout leur petit monde. Bien qu'une portion de la prise serve à l'alimentation quotidienne, le lac fournit aussi des alevins destinés à l'exportation. Maintenus en vie dans des parcs mobiles, ils sont transportés jusqu'au delta. De retour au Vietnam, l'équipe de la Calypso examine un vivier en voie de construction où seront installés les petits poissons. La construction se fait à la vietnamienne, en comptant sur la force musculaire et les outils manuels. « 200 tonnes, donc c'est une grosse ferme celle-là. » Yi Sun, interprète de l'équipe, explique à Jouet Pastre et à Sion que l'on va immerger la construction. Là où ils se tiennent, 200 tonnes de poissons atteindront chaque année la taille commerciale. Un élevage déjà en activité montre l'efficacité de ce type d'entreprise. Au sommet du vivier immergé, des employés préparent des aliments pour poissons, essentiellement à base de déchets, balles de riz et légumes abîmés. 15 tonnes d'alevins se transformeront en 90 tonnes de poissons adultes. Comme le dit Jouet Pastre au directeur, vous allez pouvoir marcher sur l'eau.
Une fois grands, les poissons sont mis dans des corbeilles artisanales et quittent leur parc d'élevage pour une usine de congélation. Comme une bonne partie des produits nés de l'eau ou du sol vietnamien, les poissons seront exportés. Ils partent dans la cale d'un chaland, équivalent vietnamien du poids lourd. Malgré leur gestion prudente et avisée, les gens du delta se heurtent à des problèmes écologiques. Les poissons du Tonlé Sap en aval sont menacés par les sédiments venus des hauteurs du Cambodge déboisés par les armées rebelles. Et comme le constate la Calypso en repartant vers la mer, les mangroves qui bordent les cours d'eau du delta sont en train de disparaître, abattus en partie pour laisser place à des élevages de crevettes. Entreprenant avec enthousiasme de développer l'aquaculture pour contribuer à l'effort national et marcher vers la prospérité, les éleveurs n'ont pas étudié d'assez près le cycle vital des animaux dont ils dépendaient. La vie des crevettes capturées en mer et élevées en bassin avait commencé dans les mangroves, où les petits crustacés trouvaient abri et nourriture. En abattant les mangroves, les éleveurs sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis. Au départ, l'abondance des crevettes n'a pas seulement profité aux éleveurs, mais à toute une industrie de conditionnement, suscitant des milliers d'emplois et une activité dynamique d'exportation de crevettes surgelées, en particulier vers le Japon. Mais maintenant que les mangroves sont devenues d'étroites bandes, à la lisière d'élevages de plus en plus grands, on craint que la production de crevettes ne décline en conséquence. Aujourd'hui, les Vietnamiens replantent leurs palétuviers, poussent leurs enfants à planter toutes sortes d'arbres, reconstruisent le passé pour assurer leur futur. Rares sont les peuples qui ont, comme les Vietnamiens, tant souffert d'un environnement saccagé et tant espéré d'une nature en voie de guérison. À quelques kilomètres au nord du lac Tonlé Sap, une dernière mission au cœur d'une époque oubliée. La gloire du Cambodge est en grande partie enfouie dans un passé lointain. Il y a 1000 ans, en ce lieu envahi par la jungle, encore était la cité la plus puissante de l'Asie du Sud-Est, siège de rois divins qui bâtirent un vaste réseau de canaux et le plus grand ensemble de temples qu'aucune religion ait jamais édifié. Mais aujourd'hui, une des merveilles architecturales du monde se dégrade, faute de restauration dans ce pays enlisé dans les troubles. Au Cambodge, même les monuments sont victimes de la violence. Au Vietnam, cependant, le souvenir des conflits récents semble se perdre dans le passé. Même à Ho Chi Minh Ville, au bord du delta du Mékong, métropole influente de l'Asie du Sud-Est contemporaine. Ici, la prospérité apporte ses propres bouleversements. Un déferlement de marchandises modernes et la perspective d'une invasion par des entreprises étrangères désireuses d'employer la main-d'œuvre vietnamienne. L'embargo américain n'interrompt pas le flot de produits. 40% des citoyens n'étaient pas nés quand la guerre avec l'Amérique s'est terminée, quand la reconstruction qui porte aujourd'hui ses fruits a commencé. Leur regard ne se tourne pas vers les souffrances passées, mais vers les merveilles futures. D'immenses changements mettront peut-être bientôt fin à la vie simple des gens du grand fleuve Mékong.